Déjà, merci à tous d'être venus donc, ce soir pour cette conférence. Alors si on a voulu commencer cette conférence d'une façon un peu étrange, c'est-à-dire de commencer par vous chanter donc, cet air qui est extrait de l'Orphée et Eurydice de Gluck, c'est pour deux raisons. La première raison, c'est déjà qu'effectivement, on va vous parler de l'Orphée et Eurydice de Gluck, donc ça tombait bien. Mais surtout, la seconde raison, c'est qu'on va aussi et surtout vous proposer un discours musicologique autour de l'interprétation musicale. Et vous allez voir que dans Orphée, comme dans l'interprétation musicale, on ne peut penser ces deux concepts, ces deux mots, qu'au pluriel. Puisqu'effectivement, il y a des Orphées et il y a des interprétations musicales. Alors dans un premier temps, cette musicologue qui s'appelle Joël Collier nous explique vraiment qu'il y a deux catégories d'interprétation lorsqu'il est question de musicologie. Les écrits musicologiques se sont dans l'ensemble peu intéressés à l'acteur pourtant adulé par nos sociétés modernes qu'est l'interprète. Dans le vaste champ de l'interprétation, c'est plutôt la pratique herméneutique qui a retenu l'attention, et les penseurs de la musique semblent avoir délibérément cédé aux critiques le soin de parler des interprètes, comme si ces derniers relevaient davantage de la compétence journalistique et de l'éphémère que de l'un des fondements de l'art. On a d'une part ce qu'on appelle l'herméneutique, et d'autre part l'interprétation musicale. Alors, rapidement, la différence entre les deux. L'herméneutique musicale, c'est plus une opération théorique. Effectivement, lorsqu'on, par exemple, on va reprendre cet air d'Orphée là qu'on vous a interprété, et voici ce que dit l'un des penseurs du XIXe siècle qui s'appelle Édouard Hanslick. Il dit « Lorsque l'air d'Orphée, j'ai perdu mon Eurydice, rien n'égale mon malheur, faisait fondre en larmes des milliers d'auditeurs, et parmi eux des hommes comme Jean-Jacques Rousseau, un contemporain de Gluck, Boyer, s'avisa de remarquer que la mélodie pourrait convenir aussi bien, et même beaucoup mieux, aux paroles suivantes qui disent tout le contraire. « J'ai trouvé mon Eurydice, rien n'égale mon bonheur. » Effectivement, quand vous avez entendu cette musique-là, peut-être que vous vous êtes dit, c'est quand même étrange, puisque les paroles et le chant est plutôt triste, hein, sinon dépressif, alors que la musique, elle est plutôt enjouée, plutôt joyeuse. Alors effectivement, c'est une musique majeure déjà, mais ça, c'est pas le plus important. Et puis on peut aussi trouver des rythmes pointés. Donc effectivement, il y a ce qu'on appelle dans le jargon de l'herméneutique un conflit des significations, hein, ou pour le dire dans les mots de Paul Ricoeur, un conflit des interprétations. Alors, ce conflit-là, c'est un conflit qui a été souligné avec humour par un compositeur qui s'appelle Jacques Offenbach. Et j'aimerais, pour commencer cette conférence, vous faire écouter un extrait de son Orphée aux Enfers, qui est en fait une réécriture hein, du mythe d'Orphée. Oh ma vie, mon Eurydice, Il semble bien qu'Offenbach ait souligné cette ambiguïté, hein, ce conflit herméneutique hein, qui se joue entre d'une part la musique et d'autre part les paroles, donc il s'en est amusé. Mais nous, ce qui va nous intéresser dans le cadre de cette conférence, ce n'est pas simplement de parler de conflits herméneutiques, mais bien de lier ces conflits herméneutiques à des conflits d'interprétation musicale. Donc l'interprétation musicale, contrairement à l'herméneutique qui est la théorie hein, musicologique, l'interprétation musicale, on est vraiment dans le domaine de la pratique. Orphée, c'est un mythe déjà qui est sujet à beaucoup de conflits d'interprétation, ne serait-ce que le mythe d'Orphée, hein, par exemple, ce musicologue dit bien que Orphée c'est une sorte de puzzle hein, et qui est très délicat à appréhender pour le philologue, puisqu'effectivement il existe différentes versions du mythe d'Orphée qui nous sont parvenues, et effectivement c'est un mythe qui est problématique. Dans le cadre de la musique, il semble que le mythe d'Orphée soit un peu le mythe fondement de l'histoire de l'opéra, puisqu'on le retrouve en fait à chaque étape décisive de son parcours. Alors on le retrouve à la création de l'opéra chez Peri, Caccini, Monteverdi, on le retrouve à l'insertion de l'opéra en France avant la tragédie lyrique avec Rossi, on le retrouve avec Gluck, donc il en sera question tout à l'heure, et puis on le retrouve aussi avec Offenbach qui affirme sa nouvelle esthétique de l'opéra bouffe et une sorte de prémisse, de précurseur de l'opérette, hein, qui est la fille aînée de l'opéra selon Camille Saint-Saëns. Et nous, ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est effectivement de se consacrer à l'Orphée de Gluck et de montrer qu'il existe en fait plusieurs Orphées de Gluck. Il existe plusieurs opéras. Gluck n'a pas écrit qu'un seul opéra. Et on va s'intéresser à cet amalgame, à cette collection, à ce puzzle justement d'Orphée de Gluck. Alors, le plan que l'on va vous proposer pour cette conférence sera le suivant. Ma collègue Brigitte Amelior va donc justement commencer par vous présenter ces différentes versions.
Ensuite, je prendrai le relais en essayant de faire une étude de cas sur un moment particulier de l'opéra, qui est la fin du premier acte, et montrer comment ce moment se métamorphose dans les différentes versions. Ensuite, Brigitte Améliore prendra le relais en vous parlant de ses propres recherches sur la métaphore de la greffe, et donc justement de la façon dont on pourrait l'appliquer à cet objet d'étude-là. Et puis finalement, je terminerai par vous parler de mes propres sujets de recherche autour de la fictionnalité et de l'authenticité, et donc finalement de l'interprétation musicale. Bon, alors j'enchaîne avec M. Mebarchi en faisant, en contextualisant l'opéra d'Orfeo et d'Euridice de Gluck dans un contexte historique très important, parce que on était vers la moitié du XVIIIe siècle dans une situation particulière pour l'opéra. Cette situation, je peux vous l'expliquer à travers des mots de Gluck, qu'il a écrit donc dans la préface d'Alceste assez plus tard par rapport à la composition de l'Orfée. Mais donc il nous dit: la musica mi propose di spogliarla affatto degli abusi che, introdotti o no dalla mal intesa vanità dei cantanti o dalla troppa compiacenza dei maestri, sfigurano l'opera italiana et del plus pomposo et bello di tutti gli spettacoli ne fanno il più ridicolo e più noioso. Il veut dire avec ça que maintenant son devoir il est vraiment de dépouiller le produit entre guillemets opéra de ce moment, de tous les effets qui étaient un peu des abus. Surtout en ce qui concerne les chanteurs, parce que c'était un peu eux qui avaient pris un rôle prédominant aussi sur les compositeurs qui leur laissaient la place. Des fois, il arrivait qu'on écrivait un tel air, une telle cadence seulement pour mettre en évidence les caractéristiques de la voix de ces chanteurs. En fait, Gluck, avec Calzabigi, il continue e il dit: non ho voluto aspettare che l'orchestra gli dia il tempo di raccorrere il fiato per una cadenza. Insomma, ho cercato di sbandire tutti quegli abusi dei quali di gran tempo esclamavano invano il buon senso e la ragione. Il dit que maintenant c'est fini, je veux plus écrire pour une orchestre qui doit attendre que le chanteur il respire, il fasse ces choses. Non, maintenant il faut vraiment faire un pas à l'arrière vers ce qui c'était l'origine effectivement de l'opéra qui était né vers le début vous savez bien, du XVIIe siècle à Firenze, et tout, comme les origines de tout ça, c'était pour créer une sorte de théâtre à musique qui était très proche de la tragédie grecque, où il y avait un grand équilibre entre la parole et la musique, mais où la parole elle avait quand même un rôle plus important de la musique, c'est-à-dire que c'était l'élément qui arrivait de façon plus vite, plus rapide à l'auditeur, soutenu par la musique. Mais il ne faut pas penser que la réforme, ça soit un acte, qui est né comme ça, de façon vite, mais il est seulement la fin et le climax d'un très long développement. Nous on sait que dans la figure dans le personnage de Gluck, on voit très clairement tout ça, surtout dans les travaux que lui et Calzabigi ont fait, mais il faut quand même se dire qu'il y avait eu des pré-intuitions. Et la personne qui a eu des pré-intuitions du besoin de cette réforme de l'opéra seria était Tommaso Tretta. Tommaso Tretta était un musicien italien, né en Puglia, vers le début du XVIIIe siècle. Il avait fait ses études à Naples, au conservatoire de Naples, donc en pleine formation de l'école napolitaine. Et je souligne ça, musicien et compositeur formé dans l'école napolitaine. Et pourquoi je souligne ça? Parce qu'effectivement, le premier grand geste contre l'opéra seria était arrivé à Naples. C'était passé à Naples, parce que vous savez qu'à Naples, l'opéra buffa est née. Et donc, un compositeur qui s'y trouvait dans ce milieu un peu où déjà les gens se moquaient un peu de l'opéra seria en faisant quelque chose de complètement différent, lui, qu'est-ce qu'il avait fait? En fait, il était quelqu'un qui a travaillé beaucoup, soit en Italie, soit à l'étranger, mais vers le 1755, et quand il était pris comme maestro di cappella à la cour, disons, le Granducato de Parma. Là-bas, il y avait, oui, les grands-ducs, les ducs, mais il y avait aussi un ministre qui s'appelait Guillaume de Guillaume, c'était un Français. Et ce Français, il était quand même,
il avait vécu en France et il faut se dire qu'au niveau musical, il avait beaucoup apprécié dans son pays la tragédie lyrique. Et donc il avait demandé à Tommaso Traetta, avec le librettiste Furgoni, d'écrire quelque chose qui déjà s'inspirait au schéma de Metastasio. Cet opéra qui avait été composé par Traetta et Furgoni s'appelait les Tindaridi. C'est quand même un sujet qui est pris de l'histoire grecque, de la mythologie grecque. Et elle a été composée en 1760 à Parme, mais dans la même année, on voit que cet opéra, elle arrive à Vienne. Et vous savez très bien que en 1762, l'Orfeo et Euridice de Gluck et Calzabigi est représenté dans la même ville de Vienne. En ce qui concerne l'Orphée, donc cet opéra, comme je vous ai dit, est né en 1762 à Vienne. Et moi, j'aime bien son rôle au-dedans de la réforme parce qu'elle-même, elle se réforme. C'est-à-dire qu'elle naît avec des caractéristiques, mais elle a un développement. Et les premiers types de développement dont je veux parler sont des variations vocales. J'ai marqué d'Orfeo à Orphée. Pourquoi? Parce qu'en 1762, donc on a cette première création de Gluck et de Calzabigi en italien, Orfeo de Euridice sur livret italien, où le rôle d'Orphée est pour voix de castrat contraltiste. Ensuite, en 1769, on a la même version, mais représentée dans une autre ville, la ville de Parma, le Grand Ducato de Parma dont je vous parlais tout à l'heure, où Orphée il devient un castrat sopraniste. Donc, il est obligé de réécrire la partie vocale en fonction du chanteur qui l'avait. En 1774, on a un grand changement de cet opéra parce que, donc déjà, ça c'est la version parisienne qui s'appelle Orphée et Euridice parce qu'on a la traduction du livret de Calzabigi par Louis Moline. Et encore une fois, on a un changement vocal parce que maintenant c'est un haute contre qui chante le rôle d'Orfeo, donc du protagoniste. Je parle du protagoniste toujours parce qu'avec le protagoniste, on a aussi le rôle d'Eurydice et le personnage de l'amour qui viendra plus tard, et après le corps et tout. Et ici, pourquoi je dis que c'est une grande variation par rapport à l'idée originale? Parce que effectivement, on a un changement d'instrumentation, on a des ajouts de scènes, de ballets. Donc, c'est vraiment, il a vraiment retravaillé son œuvre. Et en fait, c'est aussi la version la plus longue qu'il existe. Encore en 1859, donc beaucoup de temps après, on a une autre version, mais malheureusement, Gluck il était déjà mort, c'était Berlioz qui a repris cet opéra, et en particulier la version française aussi, pour un esprit de nationalisme romantique. Et en fait, qu'est-ce qu'il a fait? Il a gardé beaucoup de caractéristiques, mais il a décidé d'avoir un Orphée comme avec voix de mezzo-soprano. Et ce n'est pas que ça, les variations, parce qu'en fait, nous, on a aussi beaucoup de variations au niveau instrumental. En 1762, à Vienne, nous avons une petite orchestre de bois, de cuivre, de cordes, de timbales, clavecin et harpe. Et je veux juste souligner qu'au niveau de bois, nous avons des instruments comme le chalumeau, qui était un instrument très utilisé dans la région, et des autres instruments comme le cornet à boucan. Mais ils sont perdus dans la version parisienne, parce que Gluck, ils ont obligé, il a la volonté d'adapter le contenu instrumental, donc l'orchestration aux tendances à la mode, disons, de la cour de Paris. Donc là, on a la perte de ce type d'instruments qui sont substitués par des instruments plus modernes de l'époque. Encore Berlioz, qu'est-ce qu'il fait? Il réalise d'abord une version chant et piano, et après il reprend une version pour orchestre. En fait, c'est la même version parisienne du Gluck, sauf que quand il peut, il essaye de redonner des instruments anciens au-dedans de cette version. Mais tout ça, il a été publié après sa mort. Encore, je vous parle encore de variations dramaturgiques très importantes. Par exemple, la première version de Vienne en 1762, elle est en 3 actes. Encore en 1769,
c'est la même version mais anachronique, et après je vous expliquerai la raison effective. En 1764, il retourne en 3 actes, mais comme je vous ai dit, avec des ajouts de ballet, c'est une version plus longue, je pense, de 30 minutes. En 1859, Berlioz décide de couper l'entière opéra en 4 actes. Pourquoi on a eu toutes ces variations? Effectivement, ces variations étaient... Gluck, il était obligé, Gluck et Calzabigi aussi, parce qu'il y a aussi des variations au niveau du drame, ils étaient obligés à les faire, à les penser, parce qu'effectivement, il fallait s'adapter aux situations qu'ils trouvaient chaque fois qu'ils arrivaient dans un nouveau contexte. Par exemple, dans la version de 1762 de Vienne, la représentation était faite au Burgertheater, c'est-à-dire au théâtre de cour, et ils ont tenu compte de la dimension du théâtre, qui apparemment c'était un théâtre pas trop grand, et des caractéristiques des orchestres locaux, donc c'est-à-dire avec, ils avaient la tendance à utiliser des instruments un peu comme les chalumeaux et les cornets à bouquin, et c'est pour ça que Gluck les avait gardés, parce qu'après, dans cette époque-là, il fallait vraiment raisonner selon les ressources qu'ils avaient, les choses qu'ils avaient. En ce qui concerne la version de 1769 à Parme, au théâtre de cour, en fait, déjà, il faut parler de l'occasion pour laquelle cette opéra a été représentée. Parce que c'était le mariage de Ferdinando Ier, le duc de Parme, et ils avaient décidé de faire un type de spectacle qui s'appelle le spectacle coupé. C'était donc un type de spectacle qu'au-dedans de lui avait plusieurs opéras, c'est-à-dire chaque acte de ce spectacle, c'était un opéra presque entier. Et c'est pour ça que l'Orfeo, il a été fait en acte unique, parce que ça faisait partie d'une architecture vraiment plus grande qui s'appelait les Festes d'Apollo. Et c'était donc voilà, une partie de ce grand spectacle. Encore, en 1774, à Paris, au Palais Royal, Gluck, il décide de changer beaucoup de choses au niveau de l'instrumentation parce qu'il se trouve déjà dans une autre... il a une autre formation à laquelle il peut donner ses partitions. Déjà, il faut se dire que l'orchestre de l'Académie royale, il était plus grand. Donc, finalement, au niveau vraiment de la musique, l'Orfeo, cette fois, Orphée et Eurydice, il passe d'une opéra de chambre, parce que jusqu'à maintenant c'est une opéra de chambre avec une formation petite, voilà, à une opéra de théâtre, parce que finalement on a une grande orchestre, on a un nouveau type d'instrumentation, on a une différente langue, l'ajout du ballet, et peut-être que c'est aussi pour l'influence de la tragédie lyrique qu'on avait eu jusqu'à ce moment. Voilà, je termine et je laisse la parole à Tom qui vous expliquera plus en détail qu'est-ce qui se passe effectivement dans les différentes versions. Merci Brigida pour cette présentation très complète. Moi je vais vous parler, je vais rebondir sur ce qu'a fait Brigida, sur un seul moment de cet opéra-là, en fait la fin de l'acte 1, et vous allez voir que les différentes fins de chacune des versions vont totalement se métamorphoser suivant le contexte auquel elles sont liées. Alors on va commencer par la première version, qui est la version effectivement jouée à Vienne, donc en langue italienne, en 1762. Ça c'est la version originelle. Alors on a souvent dit que cette version effectivement, eh bien c'était la version qui passait directement avec toute la réforme et tout ce que ça pouvait engendrer. C'est un opéra qui passe, on dit souvent, du baroque au romantisme, puisque effectivement on peut retrouver l'influence du fameux Sturm und Drang, dont on ne sait d'ailleurs pas d'où ça vient, puisque à la base c'est un mouvement littéraire. On a essayé de l'appliquer en musique, mais c'est quelque chose qui reste discutable. Toujours est-il que nous, ce qui va nous intéresser, c'est ce moment précis de la fin de l'acte 1, qui est justement, comme le voulait la réforme, anti-chanteur, si on peut dire, puisque l'acte 1 se termine non pas par un air de bravoure où le chanteur doit montrer toute l'étendue de ses capacités vocales, mais se termine par un récitatif, donc déjà particulier, mais surtout se termine après ce récitatif par une temporale qui est en fait un orage, comme le veut le Sturm und Drang, et donc effectivement l'acte se termine par un moment instrumental, donc déjà c'est quelque chose d'assez particulier. Alors avant de continuer, je vous propose d'écouter un extrait de ce passage-là pour qu'on puisse tous l'entendre. Ascoltai, dunque Euridice vivrà, l'avrò presente. Assistetemi
Et vous allez voir que dès la seconde grande version, si on peut dire, c'est celle de Paris, donc en 1774, plus de 10 ans après. Et là, grand changement. Alors effectivement, il y a des adaptations, puisque, comme le veut la tradition française, on ajoute des ballets, on galantise un peu l'opéra. Mais surtout, à ce même passage, à cette même fin de l'acte 1, on a un récitatif qui n'est pas du tout le même. Alors effectivement, les paroles ont changé, on passe de l'italien en français, mais la musique va changer aussi pour respecter la grande déclamation française qui est soumise à des règles très strictes. Hein. Mais surtout, le plus important, c'est que la temporale est totalement rejetée, elle est oubliée, et on la remplace par l'air de bravoure, le traditionnel air de bravoure qui doit conclure les opéras seria, enfin les actes d'opéra seria. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, la réforme de Gluck, qui est inspirée de la tradition française, quand il est repris en France, eh bien, ça s'inspire de la tradition italienne de l'opéra seria. Donc on a vraiment un paradoxe qui se joue ici. Alors je vous propose d'écouter justement un extrait de cette nouvelle fin d'acte 1, donc chanté par un haut-contre hein, qui est un ténor très léger. Impitoyable Dieu, qu'exigez-vous de moi? Comment puis-je obéir à votre injuste loi? Vais-je encore me plaindre lorsque j'obtiens des dieux la plus grande faveur? Alors on pourrait se demander comment est-ce que cette aria, cette air est apparue d'une version à l'autre. Elle n'est pas apparue du jour au lendemain. En fait, c'est le fruit d'une genèse qui est encore plus complexe à comprendre, enfin à étudier en tout cas, puisque on va revenir sur la version de Parme en 69, et effectivement, comme l'a dit Brigida Migliore, il y a plusieurs actes dans cet opéra. On a l'acte d'Orphée, qui est l'acte 3, on a un acte avant qui s'appelle l'acte d'Aristée, et le premier acte qui est Céphale et Baucis. Mais les trois actes sont composés par Gluck. Et ce qui est intéressant, c'est que dans cette création-là, on retrouve non pas dans l'acte d'Orphée, mais dans l'acte d'Aristée, celui qui est juste avant, on retrouve ce même aria. En fait, c'est la première fois qu'il a été composé, évidemment, en version italienne. Donc on voit qu'en fait, l'aria s'est transplanté en fait, depuis l'acte d'Aristée à l'acte d'Orphée, mais quelques années plus tard. Donc on écoute rapidement un extrait. Alors il y a une histoire très intéressante qui tourne autour de cet aria, puisqu'évidemment c'est encore plus compliqué que ça, puisque à la création de l'Orfeo parisien, il y a un compositeur italien du nom de Bertoni qui a accusé Gluck de l'avoir plagié. Effectivement, il dit que cette aria de bravoure qui a été rajoutée comme ça provient en fait de son opéra à Bertoni qui s'appelait Tancredi. On ne sait pas vraiment si c'est vrai, puisque Gluck n'a pas vraiment répondu à l'injonction. Et puis, on n'a pas de traces, en tout cas, à ma connaissance, on n'a pas de traces de cet opéra, ni en enregistrement, ni en partition. Donc, du coup, on ne peut que croire pour l'instant Bertoni, sauf que j'aimerais quand même vous faire écouter un autre opéra de Bertoni qui s'appelle l'Orfeo, donc encore une fois un Orfeo, et qui est sur le même livret que celui de Gluck, c'est-à-dire le livret écrit par Calzabigi. Et j'aimerais juste que vous écoutiez la scène des enfers, donc c'est la scène que l'on va vous interpréter à la fin de cette conférence-là. Donc gardez en mémoire ce que je vais vous faire écouter, et vous allez pouvoir voir que cette scène-là est en fait une sorte de plagiat de la scène écrite par Gluck plus avant. Donc effectivement, on pourrait parler de plagiat, enfin c'est une histoire qui est assez obscure, et qui est assez, en tout cas,
plagiante. C'est assez similaire, on va dire, pour ne pas dire semblable. Alors on arrive à la version de Berlioz, donc qui est la dernière version officielle en date, et ce qui va se passer, c'est que Berlioz, donc lui, va réadapter effectivement l'opéra en langue française, mais en reprenant la tradition de la version originelle qui est celle de Vienne, puisqu'effectivement il va changer, il va occulter la voix de haute contre, il va le remplacer par une mezzo-soprano, donc dans la tessiture du castrat de 62. Donc un rôle travesti, de fait. Alors j'aimerais justement venir encore une fois sur ce même moment à l'opéra. Ce qu'il va se passer, c'est que le récitatif va être retraduit dans d'autres paroles en français, et Berlioz va vouloir renouer avec le premier récitatif de la version de Vienne, alors que souvenez-vous, je vous ai dit que la version parisienne avait complètement changé le récitatif. Donc on a un troisième récitatif qui revient en fait à la version originale. Donc vous voyez, il y a toujours cette histoire de translocalité, enfin voilà, c'est assez géographique tout ça. Et puis effectivement, ce récitatif va s'enchaîner avec le fameux air de bravoure que Berlioz ne voulait pas vraiment garder, mais il a été obligé de le garder à cause ou grâce de la chanteuse Pauline Viardot qui a insisté pour chanter cet air-là, pour montrer justement sa vocalité. Et il a quand même tenu à changer les paroles, et j'aimerais juste vous faire écouter donc ce fameux récitatif. Ce qui va nous intéresser, c'est pas forcément de réécouter cet air que vous commencez à connaître maintenant, mais c'est surtout d'écouter la fin, puisque Pauline Viardot a souhaité rajouter une cadence, une fameuse cadence. Alors là, pour le coup, on est dans quelque chose, on est vraiment en plein cœur du romantisme, 1859 il me semble, et on revient à des traditions qui sont vraiment ancestrales, enfin anciennes en tout cas. Et j'aimerais juste vous parler de cette cadence. Donc c'est la chanteuse elle-même qui dira que la première partie de Berlioz est plutôt bonne. La seconde partie de Saint-Saëns, qui était à l'époque étudiée avec Berlioz, est un peu toc, donc effectivement vous allez voir que c'est assez brillant. La troisième partie, qui est de la chanteuse elle-même, elle dit que c'est très chanteur, en même temps c'est un peu normal. Et puis la dernière partie de Berlioz, elle dit qu'elle pourrait être aussi bien du concierge. Donc bon, au-delà de ce trait d'humour-là, ce qui est intéressant de voir, c'est que cette cadence-là, qui à la base n'existait pas chez Gluck, a été composée par Berlioz, mais pas seulement par Berlioz. Donc encore une fois, c'est le fruit de translocalité pour composer justement cet aria qui est effectivement transhistorique. Donc on écoute rapidement cette cadence.
véritable cadence de concerto comme pourrait le faire Beethoven, qui dure plus longtemps que le concerto en question. Tout ça pour dire que ce qui est intéressant dans cette cadence, c'est que effectivement à un moment elle prononce des paroles qui n'ont pas du tout été entendues dans l'aria, qui est objet de mon amour. En fait, objet de mon amour, c'est les paroles du premier air d'Orphée, donc dans le premier acte aussi. Et donc on a cette idée de retour, de cycle, qui est propre au romantisme. Et puis le fameux je brave le trépas qui vient remplacer l'ancien je vais revoir ses appâts. Effectivement, Berlioz a jugé que ce n'était pas très subtil comme parole, et donc il a préféré changer ces paroles-là, donc d'où cette traduction en fait de ce retour au français. Pour conclure sur cette seconde partie, j'aimerais vous parler rapidement de la discographie moderne. Alors vous avez bien compris que c'est assez compliqué de parler de discographie dans une œuvre comme celle-ci. Alors il y a une citation qui est très intéressante qui dit, c'est un dialogue entre un disquaire et un acheteur qui dirait « Quelle version d'Orphée et d'Eurydice voulez-vous acheter ?» Eh bien cela dépend de la version que vous voulez acheter. Vous avez bien compris, c'est-à-dire qu'en fait il y a tellement de versions que c'est très difficile de se dire en fait la discographie en tout cas est très complexe. Alors j'aimerais vous parler d'une dernière réécriture de ce mythe qui est à la fin du 19e siècle, qui a été entrepris par les éditions Ricordi. Alors c'est très amusant puisque en fait Ricordi a souhaité retraduire en italien les ajouts de la version parisienne par rapport à la première version viennoise. Donc vous voyez, on est toujours dans cette idée de réécriture, de translocalité, de palimpseste en fait, de puzzle, pour revenir à ce que je disais au début. Alors, à la base, ça a été repris par les mezzo-sopranos romantiques, et puis début du XXe siècle, et puis avec la renaissance des contre-ténors et de la musique baroque au milieu du XXe siècle. Les contre-ténors, alors au départ, on les laissait pas trop chanter la période classique, ils ont d'abord commencé par s'intéresser au baroque, et puis petit à petit se sont appropriés le répertoire classique, et au XXIe siècle, aujourd'hui, non seulement les contre-ténors chantent ce type de répertoire, mais en plus ils ne chantent pas la version de Vienne, mais ils chantent la version faite par Ricordi, donc romantisante. Donc rapidement pour conclure, vous faire écouter les nouvelles paroles de l'air de bravoure, Addio miei sospiri, chantées par un contre-ténor plutôt sopraniste. Je vais m'arrêter ici puisqu'on pourrait encore parler des différentes discographies, il y a eu des traductions en allemand, en russe, enfin voilà, il y a plein de choses à dire. Toujours est-il que ce que vous avez pu comprendre, j'espère, c'est que cet opéra, on a vraiment des ajouts, des synthèses en fait de différents éléments qui se mettent ensemble. Et c'est justement sur ces mots que je vais laisser la parole à Brigida Miglior qui va vous parler de la greffe. Donc, voilà, comme M. Murat qui vous disait, en fait, tous les changements, tous les, comment dire, les ajouts, les variations, les adaptations qu'on voit dans le parcours dans la vie, moi je dirais vraiment la vie du parcours de vie d'Orfeo qui a commencé donc en 1762 et qui continue encore aujourd'hui. Voilà. Moi j'ai voulu appeler ce parcours d'évolution de l'Orfeo avec l'appellation création-greffe. Parce que comme je vous ai dit, donc, nous on a les variations qu'on a vues dans les différentes versions, les ajouts, surtout dans la version française, les adaptations, surtout au niveau des contextes où cette œuvre a été reprise et représentée. Donc ils constituent des éléments nouveaux qui chaque fois vont s'insérer dans un système équilibré. Parce que déjà la création en soi-même c'est un système équilibré, mais tout ça n'a jamais choqué. Comment dire, la création originaire, elle a été plutôt enrichie. Et donc, c'est pour ça que je parle que chaque fois, c'est la reconstruction d'un nouvel équilibre et grâce à la théorie donc, de la greffe que je vais vous expliquer. Alors, déjà là, je suis en train donc de vous parler du métaphore de la greffe et je veux citer Jean-Jacques Derrida dans la dissémination quand il dit que écrire veut dire greffer. Lui, certes, il se réfère surtout à l'écriture, vraiment à l'être, mais nous, on peut transposer cette affirmation aussi dans le champ de la musique. Il faut d'abord se dire que le terme greffe, c'est quand même un mot qui a ses origines en botanique et en médecine, et il doit indiquer un procédé de multiplication qui consiste à implanter dans un tissu un autre tissu pour que celui-ci il puisse continuer à se développer et à faire corps avec le premier dans un développement commun ou deux. Quand on parle de greffe, il faut toujours évoquer deux mots, c'est-à-dire le mot de porte-greffe, c'est comment dire, on l'appelle aussi sujet, donc l'élément qui reçoit,
donc l'élément de base qui reçoit un greffon, c'est-à-dire l'élément implanté. Quand on parle de métaphore de la greffe, donc nous on est en train d'appliquer cette théorie à d'autres disciplines différentes que la botanique et de la médecine. Et donc on pourrait aussi parler qu'on est en train de gérer, de parler donc d'un phénomène organiciste. Déjà parce qu'on pense qu'il s'agit d'une mimésis de la nature. Donc, nous, on considère dans ce cas une création musicale comme quelque chose qui se comporte comme un être vivant, parce que donc elle a une organisation et un fonctionnement selon des schémas et des processus propres aux organismes vivants. Par exemple, là, nous on voit que dans l'opéra de Gluck, on a eu la conservation, un esprit d'autoconservation de quelque chose, de autorégulation au moment qu'on a eu de nouvelles insertions. Et tout ça nous donne toujours un résultat qui est une synthèse des éléments participants, mais toujours sur la base d'une souche mère. Donc voilà, ça c'est une théorie que j'ai voulu appliquer à Orfeo déjà dans sa phase de création avec tous ses développements. Et ces développements de cet opéra, disons qu'il continue à se dérouler aussi aujourd'hui avec nous, que nous on a pensé plutôt de lui donner une interprétation greffe. En fait, c'est donc de transplanter les choses sur la greffe, comme c'est dit, aussi sur la partie de l'interprétation, selon plusieurs niveaux. Donc, vous allez pouvoir voir dans la partie qu'on va interpréter à la fin de cette conférence. Donc, le premier paramètre que nous, on a pris en considération, c'est la langue. Parce que nous, on a voulu garder la coexistence de deux langues dans cette interprétation. Je dois dire aussi à cause de la nationalité de la mienne de M. Mebark. Et donc, nous, on a voulu garder soit la version en italien, soit des parties en italien qui donc appartenaient à la version originaire en italien, soit des parties en français qui appartenaient donc à la version française de 1774, mais qui a quand même gardé Berlioz après. En ce qui concerne la voix, vous avez vu que de contraltiste, dans les siècles, dans les versions, on est passé de contraltiste à sopraniste, à haute contre, à mezzo-soprano. Donc, mais il faut aussi dire que, en fait, nous, on a repris la même version de Berlioz, c'est-à-dire la version de mezzo-soprano appliquée à sa voix, quand même en gardant la version linguistique franco-italienne. Donc voilà, on a cherché de greffer plusieurs paramètres entre eux. Après, il faut aussi parler de l'instrumentation, parce que vous allez voir, alors pour l'instant, tout ça, ça reste sur le piano. Parce que nous, on a fait, on est revenu sur une interprétation de chambre avec le piano, qui quand même c'est un instrument moderne. Aujourd'hui, on a aussi des pianos différents de ceux qu'il y avait à l'époque de Berlioz, qui a des caractéristiques particulières, qui peut faire des effets donc particuliers. Et moi, dans ce cas, j'ai choisi de faire, j'ai choisi moi-même le type d'accompagnement. Je me suis des fois éloignée des versions écrites déjà pour piano et voix, parce que je suis allée vraiment chercher les versions d'orchestre, et à des moments j'ai décidé de faire des trémolos, à des moments des accords, donc à des moments j'ai cherché de reproduire les cordes, à d'autres moments j'ai cherché de reproduire les clavecins ou l'harpe, aussi vraiment en faisant des choix différents de ce qui était marqué sur la partition déjà faite, parce qu'effectivement ce que j'ai voulu faire c'est être sur les atmosphères évoquées par les paroles. Donc c'est pour ça que j'ai pris des différentes choix. Voilà, et surtout au niveau des nuances, le piano il nous permet de faire des choses, oui, c'est pas semblable à l'orchestre, mais surtout avec les instruments modernes qu'on a, avec les 3 pédales, on peut faire plein de choses, et c'est tout adapté au but d'avoir une atmosphère cohérente, assez évoquée par les paroles des textes. Je vais conclure mon intervention avec une citation de André Gide, prise des nouveaux prétextes, quand il dit « Car il est à considérer que nos plus grands artistes sont les plus souvent des produits d'hybridation, et je mets entre parenthèses de greffe, et le résultat de déracinement et de transplantation. » Et voilà, nous, avec notre travail, on a voulu un peu prendre la suite du travail de Gluck et de tous les compositeurs qui ont voulu
donner, enrichir de quelque façon l'opéra original de Orfeo d'Euridice. Et nous, on a voulu travailler avec une interprétation particulière qui on vous présentera plus tard. Et maintenant, je passe la parole encore une fois à M. Mebach qui va vous expliquer un peu comment ça marche tout ça avec les notions d'authenticité et de fictionnalité. Effectivement, donc pour conclure cette conférence et pour passer à la pratique, quitter le champ de la théorie pour enfin pratiquer ce qu'on vous dit depuis tout à l'heure, j'aimerais effectivement vous parler de deux notions qui sont d'une part l'authenticité et d'autre part la fictionnalité. Quand on parle d'interprétation musicale, c'est très important d'avoir ces deux termes à l'esprit puisque ce sont un peu les deux paradigmes de tout interprète. En fait, il cherche vraiment à essayer de soit aller vers l'un, soit aller vers l'autre, soit faire un compromis entre les deux. Alors traditionnellement, lorsqu'on parle d'interpréter une œuvre, on a tendance à considérer qu'il y a un objet musical, donc une œuvre quelconque, en l'occurrence celle de Gluck, et que chaque interprétation va être plus ou moins proche de l'épicentre de la réalité absolue de l'œuvre, ou en tout cas de la réalité utopique de cette œuvre-là. Et c'est ce qu'on appelle en musicologie le champ des possibles. Ça a été notamment théorisé par Ingarden. Donc effectivement, on a des interprétations qui vont s'éloigner de cet épicentre que l'on considérera soit comme romantisantes ou alors totalement hors école, et puis des interprétations qui vont se rapprocher de cette œuvre-là et qui seront dans ce cas-là historisantes. Sauf que ce schéma est assez discutable puisque depuis on a essayé de réfléchir plus profondément à la pratique de l'interprétation. Et notamment, Jean-Jacques Natier dira qu'il n'existe pas en interprétation et en musique de vérité globale, mais davantage des vérités locales. Et pour cela, j'aimerais m'appuyer sur une citation d'un musicologue qui a qui a été très vite oublié, mais qu'on redécouvre aujourd'hui, notamment grâce à l'école d'Aix, si je puis dire, qui est Boris de Schlözer, et qui dit la chose suivante. Il existe en fait autant d'interprétations de la fugue en do majeur de Bach qu'il existe d'interprètes. En fait, il est absurde de se demander laquelle de ces interprétations est vraie. Elles le sont toutes, ou plutôt la vérité n'a rien à voir avec la musique. Effectivement, lorsqu'on parle d'interprétation, il ne faut pas se dire qu'il faut absolument chercher une vérité absolue, une vérité axiomatique. Et donc du coup, je vous propose de remplacer ce premier schéma par un autre schéma. Donc effectivement, il faudrait peut-être penser que l'interprétation musicale est un cadre, et l'œuvre musicale n'appartient pas à ce cadre-là. En fait, c'est nous qui essayons, en interprétant, de cadrer cette œuvre musicale. Et donc, effectivement, quand on veut interpréter un objet musical, d'une part, on part à la recherche d'une authenticité, alors classique en l'occurrence, bien que ce terme, vous le savez, est problématique, et puis, d'autre part, en fait, ça aboutit à la création d'une fictionnalité contemporaine. Effectivement, et quand on enregistre une œuvre, même avec des instruments d'époque et même en respectant tout un tas de critères, en fait, le fait même d'enregistrer, donc de mettre en avant certains instruments comme le clavecin qu'on entendait peut-être beaucoup moins à l'époque par rapport à la masse sonore qu'il pouvait y avoir, et la propreté du son qu'on veut dans les enregistrements, en fait, ce n'est pas du tout authentique, ça c'est totalement fictionnel. Et donc c'est pour ça qu'on peut parler de fictionnalité contemporaine. Et donc dans ces conditions, en fait, ce qui se passe, en tout cas à mon avis, lors de toute interprétation musicale, c'est la chose suivante. C'est qu'en fait, on essaie de partir à la recherche d'une authenticité classique, mais en fait, cela n'aboutit simplement, au final, qu'à une fictionnalité classique. Et, à l'inverse, l'interprétation que l'on propose, c'est une authenticité, une véritable authenticité contemporaine. Chaque interprétation, à un instant T précis, est authentique par rapport à notre propre contemporanéité. Et donc vous voyez bien qu'effectivement, cette interprétation-là, elle sort du cadre. Tout simplement pourquoi ? Parce qu'on ne veut pas tant respecter l'œuvre originelle, mais on essaie au contraire de créer une œuvre originale, tout simplement. Et donc c'est cet ensemble-là de termes et de corrélations que j'aime à appeler le fait interprétatif. Et donc, pour terminer musicalement cette conférence, je vous propose effectivement de créer ensemble un fait interprétatif, donc celui de la scène des enfers de l'Orphée de Gluck. Et je vous remercie pour votre attention et votre présence.
de